8h30. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et tout de suite, à 8h30, notre invité de la matinale, Baptiste Guédon. Il est secrétaire fédéral des jeunes socialistes d'Ille-et-Vilaine, également coordinateur national du MJS, le mouvement des jeunes socialistes. Il est venu de Rennes spécialement pour être au micro de la matinale ce matin. Je l'en remercie. Bonjour Baptiste Guédon. Bonjour. Alors Baptiste Guédon, avant de commencer, on a un petit peu discuté en préparant cet entretien. Vous êtes tombé dans la politique très jeune. Je croyais que c'était à 17 ans. En fait, c'était à 15 ans. C'était à 15 ans, donc c'est l'âge légal pour entrer dans un parti politique. Et donc en 2016, le 24 décembre, j'adhère au Parti Socialiste. Voilà, et donc vous tombez dedans, j'allais presque dire tout petit, pardonnez-moi, mais enfin en tout cas très jeune. Engagement donc de longue date, dans une famille plutôt marquée à droite. Alors, des grands-parents adhérents à l'UMP, mais sinon, oui, un certain pluralisme dans la famille et surtout toujours le dialogue et donc des débats parfois, mais toujours des échanges passionnants, intéressants et dans un climat serein, calme, c'est important. C'est pas dans toutes les familles, donc j'ai eu cette chance-là, donc appréciable. Voilà, alors le débat, il n'est pas serein forcément dans la société aujourd'hui, qui est fractionnée, qui est dur, hein, on le voit, en plus ça se tend avec l'arrivée des élections prochaines, la présidentielle et les législatives. Quelle est la photographie, la vue de cette société fragmentée par le prisme d'un jeune socialiste ? Je pense qu'aujourd'hui, on est à une période où il y a énormément d'inégalités. Certains historiens, certains économistes comparent cette période à celle d'avant-guerre, d'avant la Première Guerre mondiale, où les inégalités avaient atteint des sommets. Ce qu'on appelait la Belle Époque n'était pas la Belle Époque pour tout le monde. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on a certains traits qui reviennent à ça et qui sont parfois renforcés par des décisions gouvernementales. Quand le gouvernement décide, dès son arrivée en 2017, de retirer l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, je pense que ce sont des marqueurs, des symboles, des totems. Et je pense qu'on donne du grain à moudre, on donne des arguments pour du conflit. C'est important, le conflit, le débat, quand c'est démocratique. Mais je pense aussi qu'il y a une partie de la population qui se fracture de plus en plus avec la République, avec nos institutions, avec le monde politique. Et ça, je l'entends, je l'observe. Et je pense que donc ces inégalités, mais aussi inégalités sociales, économiques, mais territoriales. Je vois des différences entre parfois les zones rurales, les zones urbaines. On a un différent accès à l'emploi selon est-ce qu'on habite à la campagne ou est-ce qu'on habite en ville. L'importance, on parlait tout à l'heure, du permis de conduire, avoir accès à la voiture. Nous, aux jeunes socialistes, on défend des modèles. On voudrait peut-être tendre vers la gratuité du permis de conduire quand on habite à la campagne ou des remboursements par des systèmes d'aide de la part des collectivités. Donc je pense qu'il y a énormément d'inégalités et c'est ça aujourd'hui qui crée parfois des fractures. Alors on a vu ces fractures émerger sur la scène politique, mais aussi dans la rue avec les gilets jaunes. Et puis la crise sanitaire est arrivée, nous est tombée dessus. Longue crise sanitaire qui n'est pas finie, il faut quand même bien le préciser, qui a aussi renforcé les inégalités. Alors on pourrait le prendre là aussi du côté de la jeune génération avec les étudiants qui ont payé cher, si j'ose dire, cette crise, mais aussi les plus précaires. Pendant longtemps, les étudiants n'ont pas été écoutés, pas entendus. On nous a mis sous le tapis. On ne voulait pas entendre les étudiants et d'ailleurs, on dit les plus précaires, il y a des centaines de milliers d'étudiants qui vivent dans des conditions absolument précaires, difficiles, avec parfois des repas qui ne sont pas consommés, des absences de nourriture. C'est vrai, il y a eu des distributions. Et là d'ailleurs, je félicite tous les acteurs de la solidarité qui se sont démenés durant cette période de crise sanitaire pour venir en aide aux étudiants. Et c'est vrai qu'il y a énormément de précarité parmi les étudiants. Donc il y a à la fois des prises d'initiative d'individus, d'associations, de groupes qui sont absolument qui sont très bien, qu'on devrait féliciter, je pense. Et on a très peu entendu le gouvernement là-dessus. Et aussi un manque d'action, je pense, un manque d'investissement de la part du gouvernement durant cette crise, un manque d'écoute pour les étudiants.
quand on a la ministre, Madame Vidal, qui venait faire parfois la leçon, la morale aux jeunes. Ou alors, je repense aussi, c'était avant la crise sanitaire, c'était il y a un moment déjà, mais quand Monsieur le Président Macron disait à un jeune, il suffit de traverser la rue pour avoir un emploi. Moi, cette phrase-là, elle m'est restée dans la tête. Je pense qu'elle est dans la tête de millions de personnes encore aujourd'hui, et notamment les jeunes qui subissent la précarité et des conditions. Nous, je ne vais pas vanter le Parti socialiste ou nos propositions, mais je pense que nous, aux jeunes socialistes, on défend l'instauration d'un minimum jeunesse. C'était défendu par Boris Vallaud, député des Landes, et Hervé Solignac, député de l'Ardèche, dans leur proposition de loi à l'Assemblée nationale. On défend aussi l'ouverture de nouveaux droits pour les jeunes, comme le RSA. C'était le cas d'un combat de Rémi Cardon, sénateur jeune de la Somme, sénateur socialiste. Et donc il est impératif, je pense, d'ouvrir de nouveaux droits aux jeunes et de les écouter, de les prendre en compte. On parlait avant en antenne de désintérêt, on parlait là à l'instant de fracture. Je pense que les jeunes doivent être pris en compte, doivent être écoutés, entendus dans le débat public, dans la politique. Et d'ailleurs, je lance un appel à tous les jeunes qui souhaitent se faire entendre, à adhérer, quel que soit le parti politique, mais à s'engager, prendre parti dans le débat public pour se faire entendre et faire entendre nos enjeux et nos problématiques. Alors justement, les jeunes, et vous en êtes l'exemple, Baptiste Guédon s'engage. Beaucoup d'ailleurs, avec ces crises-là, et particulièrement la crise sanitaire, se sont engagés. Alors pas forcément dans des partis politiques, mais autour de grands projets. Là, on pense à l'environnement, à l'écologie, autour de grands projets, et avec un désir de changer les choses. Mais néanmoins, ce sont les jeunes souvent qui votent le moins. Le taux d'abstention est assez important en France à toutes les élections. Alors, on dit un petit peu moins à la présidentielle, on le vérifiera en avril prochain. Mais comment se fait-il en fait qu'il y ait cette envie, ce désir d'engagement, et en même temps, voilà, on vote plus comme si on était désabusés quelque part? Je pense qu'on n'est pas assez précis dans l'analyse. Je pense que il y a plusieurs partis chez les jeunes. Il y a plusieurs, on est jeunes, on pourrait aller jusqu'à 50 ans, 60 ans, je vous remercie. Si on écoutait certains. Mais je pense qu'il y a cette génération des 20 ans, autour de 20 ans, les personnes qui sont nées autour des années 2000, qui sont très investies. Il y a eu les marches pour le climat, il y a eu, je pense, le mouvement humaniste lancé par Raphaël Glucksmann sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais très touché de voir des dizaines de jeunes qui n'étaient pas du tout politisés, qui étaient avec moi à l'école, au lycée, et qui là mettaient ce petit carré bleu, ce rond bleu, pour prendre parti, pour s'investir et dire voilà, aujourd'hui, il faut qu'on s'empare de la question des Ouïghours qui subissent des massacres, il faut le dire, en Chine. Et donc, j'ai été surpris, mais aussi plutôt satisfait de voir que des jeunes s'engageaient comme ça, de cette manière. Et je pense donc qu'il faut observer ça d'une manière différente de ce qu'on voyait aujourd'hui. Jusqu'alors, les jeunes, on étudiait les jeunes sous un seul prisme, les jeunes d'une telle classe d'âge. Je pense qu'il y a plusieurs jeunes. Et donc, cette génération des 20 ans, elle, participe beaucoup, s'investit et vote. On l'a vu aux européennes. Qui aurait prédit qu'Europe Écologie Les Verts atteindrait un tel résultat? Personne. C'est vrai que ça a déjoué quand même un peu les analyses. Exactement. Parce que les jeunes autour de 20 ans sont allés voter massivement. Et je pense qu'ils vont le refaire d'ailleurs au présidentiel. Et ces jeunes-là, ce ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui ont autour de 30 ans, on pourrait dire, et qui eux se désintéressent. Mais ils n'ont pas connu non plus la même période, le même contexte, la même socialisation étant plus jeunes. Nous, on a vécu, il y a eu la COP21, il y a eu la montée de l'enjeu écologique, du réchauffement climatique et ses conséquences terribles. Il y a eu parfois d'autres événements. Mais la période avant cela était totalement différente. La période historique, je parle bien. Et donc, ça fait des socialisations différentes. Nous, on a grandi à une période où, dans les écoles, ça manquait de place. On n'avait pas assez de profs. On avait des cours parfois qui ne ressemblaient plus, des emplois du temps qui ne ressemblaient plus à grand-chose parce qu'il fallait caser tout le monde, entre guillemets, dans les collèges. Bon. Et ça, ce sont des enjeux politiques.
il y a eu des manifs, des grèves pour des ouvertures de classes. Moi, je l'ai vécu au collège. On s'est battu pour l'ouverture d'une nouvelle classe de 5e. J'étais en 5e à l'époque. Et donc, forcément, quand on voyait les professeurs faire une manifestation avec nos parents à l'entrée du collège, ça nous marquait. C'était une socialisation, c'était important, c'était un marqueur politique dans nos têtes. Et je pense que beaucoup de ces jeunes-là qui ont vécu ça, aujourd'hui, vont voter aux élections ou vont s'engager politiquement de toutes les manières pour justement faire entendre leur voix à ce sujet et s'emparer de sujets, et notamment de sujets de gauche, je pense. Alors justement, la gauche, on en parle beaucoup aujourd'hui avec ces élections qui se profilent. La gauche, on l'a dit, divisée. Alors c'est toujours les courants, c'est un grand classique à gauche. On l'a dit divisée, on l'a dit parfois irréconciliable entre personnes. Comment faire pour avoir une gauche unie qui va aller défendre un programme et essayer de conquérir la présidence de la République? Alors je le précise pour les auditeurs, vous soutenez Olivier Faure et Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui est un peu clivante quand même, on l'a vu à Paris. Est-ce qu'il va falloir faire sauter ces clivages-là? Je pense que c'est important d'avoir des clivages. C'est la base de la démocratie. Et je pense que quand certains voulaient outrepasser le clivage gauche-droite, le réaffirmer, c'est important. Et je pense que Anne Hidalgo clive, oui, mais elle clive surtout pour les personnes qui sont plutôt de sensibilité de droite. Et donc, vous avez dit un mot tout à fait pertinent et important. Le mot programme. Je pense que c'est là qu'on peut faire l'union. C'est avec ça, avec des convictions, avec un projet. Et finalement, je me tourne vers nos amis écologistes, communistes. Quand on regarde nos programmes, quels sont les grands axes? Les grands axes, c'est plus de social, de progrès social, de justice sociale, plus d'écologie. Mais une écologie qui ne serait pas libérale et laissant le marché faire son travail et une certaine main invisible qui nous sauverait l'humanité. Non, d'ailleurs je n'y crois pas et la gauche n'y croit pas, il faut l'intervention de l'État. Et donc une écologie de gauche. Et là je pense que finalement, quand on parle aux gens, aux électeurs, aux citoyens, aux Français et aux Françaises, quand on en parle sincèrement, avec des convictions, des idées et un projet, il n'y a plus de clivage au sein de la gauche. La gauche, elle est unie. Et donc aujourd'hui, je soutiens Anne Hidalgo pour la présidence de la République. Je soutiens Olivier Faure à la tête du Parti socialiste. Nous avons signé d'ailleurs des tribunes en ce sens, parce que ce sont des personnalités qui peuvent rassembler les Françaises et les Français, mais ce sont aussi des personnes qui ont un programme derrière eux. Nous avons voté le projet la semaine dernière présidentiel du Parti socialiste. Nous portons des mesures phares. Par exemple, au sein des entreprises, nous voulons une démocratie au sein de l'entreprise avec plus de salariés au sein des conseils d'administration, sur le modèle un peu allemand. Et avoir des propositions fortes. Je parlais du minimum jeunesse, c'est dans le projet pour les présidentielles. Et donc, finalement, qui va contester à gauche le fait d'instaurer un minimum jeunesse? Est-ce qu'à l'Assemblée, il y a eu des fractures entre les différents partis de gauche sur le minimum jeunesse? Absolument pas. Et quand on parle projet, quand on parle conviction et non égo, nous sommes capables de nous rassembler et de changer la vie pour nos concitoyens et concitoyennes. Voilà, faire tomber les égos, c'est important. Alors, je lisais dans les journaux et dans la presse ces derniers jours plusieurs voix qui disent qu'aujourd'hui, je pense à la voix de Rachida Dati, entre autres à droite, qui dit mais aujourd'hui c'est incontestable, la France est de droite. Comment peut-elle affirmer ça? D'ailleurs, Madame Dati, je voudrais lui rappeler sa dernière élection, la dernière élection où elle s'est présentée. Elle n'a pas gagné. Elle était candidate aux élections municipales à Paris. Manifestement, elle a échoué face à Anne Hidalgo, qui l'a emporté très largement. Donc je pense qu'elle fait une mauvaise lecture de la France. Je pense qu'il y a un désintérêt, je l'entends, des Françaises et des Français pour la politique, et notamment des électeurs de gauche. Certains ont vécu des trahisons, d'autres ont vécu un manque de confiance envers la politique. Il y a eu des affaires. Moi, je suis jeune, j'en veux, comme tous les Françaises et les Français, à certains élus, ou qui l'étaient alors, qui n'ont pas respecté la loi, qui ont aussi parfois eu des problèmes avec l'éthique. Et ça, je pense que c'est important de le prendre en considération. Et aujourd'hui, d'avoir des personnalités qui vont respecter justement la loi et être honnêtes et sincères. Et donc, Madame Dati, pour revenir à ça, je pense que sa lecture,
elle est évidemment subjective. Elle va dans son sens. C'est un récit finalement qu'elle veut dire aux Français. Regardez, électeurs de gauche, ça ne sert à rien de voter à gauche, puisque de toute façon la France est de droite. Donc finalement, elle renforcerait cette désillusion. Mais Madame Dati n'a juste que des idées politiques, un projet politique derrière, faire gagner la droite. Bon, quelle droite, ça, il faut voir, parce qu'on parle de gauche divisée, mais je crois qu'en ce moment, la droite l'est beaucoup aussi. Donc, la droite est à la peine aussi, il faut bien le dire, hein, on va respecter les grands équilibres aussi d'analyse. Baptiste Guédon, il y a aussi l'extrême droite, on en parle beaucoup, on voit que ça s'agite depuis quelque temps. Madame Le Pen a annoncé sa candidature, d'ailleurs le même jour qu'Anne Hidalgo, hein, je n'y vois pas de liaison particulière, mais en tout cas voilà, elle a annoncé sa candidature et on se plaît à dire aujourd'hui qu'on risque de se retrouver un petit peu avec ce fameux duel Emmanuel Macron, Marine Le Pen, avec un joker, puisque il y a aussi en embuscade un certain Éric Zemmour. Alors, l'extrême droite monte, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour les jeunes socialistes, pour le jeune militant socialiste que vous êtes? Évidemment. Évidemment. Je pense que là, on peut faire tous les discours qu'on souhaite. Je pense que les faits sont là. L'extrême droite progresse à chaque élection. Et nous, sincèrement, je vous parle avec sincérité, je suis inquiet. Pour mon pays, pour l'avenir, pour les jeunes. Et les jeunes sont inquiets. Après, que Marine Le Pen annonce sa candidature, c'est une suite logique. Dans la dynastie des Le Pen, d'élection en élection, on se présente. D'ailleurs, elle se présente, elle cumule les candidatures. Elle était candidate aux élections régionales en Nord-Pas-de-Calais en 2015, ensuite aux européennes, elle a été candidate aux présidentielles, aux législatives, elle est candidate partout. C'était ce que faisait son père aussi, et ça entretenait aussi la famille, si on peut dire. Maintenant, la candidature de M. Zemmour, on ne peut que la constater. Alors, il l'a pas encore... Il n'a pas encore annoncé, voilà. Mais bon, c'est un secret de polichinelle. Et M. Zemmour, finalement, crache son venin, si j'ose dire, depuis tant d'années sur certaines antennes. Je respecte évidemment le travail des journalistes et toutes les chaînes. Moi, je pense que je suis pour le pluralisme politique et je pense que tout le monde doit pouvoir se faire entendre. Après, le CSA a tranché récemment et a jugé que M. Zemmour ne devait plus pouvoir défendre ses opinions comme ça, sans respecter les codes imposés aux autres candidats, aux autres partis politiques. Et donc finalement, oui, l'extrême droite, elle monte. Après, je pense que c'est en proposant, c'est de la même façon que le rassemblement de la gauche, finalement. C'est en allant sur le débat d'idées, en portant des idées de fond. Finalement, aujourd'hui, pourquoi l'extrême droite monte? Parce qu'elle parle aux ouvriers, elle parle aux employés. Elle dit, par exemple, que Marine Le Pen, elle dit qu'elle est pour la retraite à 60 ans. J'aimerais bien voir ça. Elle est d'extrême droite, elle n'est pas d'extrême gauche. Donc, l'extrême droite, on connaît par le passé, n'a jamais fait, là où elle était au pouvoir, des politiques de gauche. Donc, finalement, parler à ces gens-là, parler aux électeurs. Moi, je ne blâme pas les gens qui votent pour l'extrême droite. Ce serait absolument illégitime. Je ne suis personne pour blâmer quelqu'un qui exprime un vote en faveur de l'extrême droite. Par contre, je veux convaincre. Et ça, je le ferai avec force, tout comme les jeunes socialistes, tout comme le Parti socialiste. Nous voulons convaincre sur les idées. Par exemple, dire qu'aujourd'hui, nous sommes pour une retraite, un âge légal qui reste au niveau où il est actuellement, qui ne soit pas décalé comme le veulent les libéraux. Ce message-là, l'extrême droite le porte, mais nous, la gauche, nous devons le porter, parce que c'est notre combat historique, c'est notre fondement à nous. Ce sont des combats, par exemple, la hausse des salaires. Quand j'entends aujourd'hui Anne Hidalgo qui se fait blâmer parce qu'elle demande une hausse des rémunérations pour les enseignants. Mais oui, enfin, ça fait beaucoup couler d'encre. Ça fait beaucoup couler d'encre. On a vu des articles, par exemple, de vos confrères de Libération. Mais c'est important d'avoir un combat pour une hausse des salaires. C'est l'ADN de la gauche. Et aujourd'hui, quand Rachida Dati dit que la France est de droite, parce que finalement, on ne fait plus assez entendre nos arguments. Et donc, il faut multiplier ces idées de gauche. Il faut continuer à proposer aux Françaises et aux Français dans une démarche sincère et volontaire, audacieuse. Et je salue évidemment cette proposition de Anne Hidalgo qui est offensive, audacieuse et qui, je pense,
saura trouver un écho parmi les Françaises et les Français. Alors, il y a des idées de gauche. Alors, on revient, pardonnez-moi, Baptiste Guédon, un petit peu au Rassemblement national et à l'extrême droite plus largement. Il y a des idées de gauche, et puis on entend aussi à gauche des gens qui disent, voilà, on n'a pas su forcément s'emparer de grands problèmes de société. Alors, on pense évidemment aux migrants actuellement, hein, c'est un sujet. On pense aussi à la sécurité. Souvent, quand on pense sécurité, c'est plutôt la droite ou l'extrême droite. Est-ce que ce sont des sujets, par exemple la sécurité, l'immigration, que la gauche devrait prendre à bras-le-corps, peut-être, pour ne pas laisser l'extrême droite s'emparer de ces sujets-là exclusivement? Aucun sujet ne doit être laissé à quiconque. Un sujet, quand il est là, un enjeu politique, doit être débattu. Et dans un débat, il y a des arguments. Il y a des arguments de droite, des arguments de gauche. Parfois d'extrême droite, parfois d'extrême gauche. Je pense que tout sujet mérite d'être traité. Et c'est une question de courage politique. Aujourd'hui, pour parler par exemple de la sécurité, nous voyons le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, qui s'empare de ce sujet et qui a raison de le faire. Parce que finalement, excusez, je vais parler très franchement, ce ne sont pas les riches qui pâtissent parfois de problèmes, d'enjeux liés à la sécurité. Ce sont les plus modestes. Et donc, être de gauche, c'est aussi parler avec force et avec sincérité et dire nous allons nous emparer de ces sujets-là et les traiter avec nos idées, nos convictions. Pour parler de l'immigration, certains le présentent comme un problème. D'autres disent que nous devrions être plus humains, accueillir davantage, accueillir mieux. Je suis de ces gens-là. Je pense que, en tant qu'humain, chaque vie doit être sauvée. Chaque personne doit pouvoir s'émanciper. Quand j'entends des naufrages en Méditerranée, quand j'entends toutes ces statistiques, ce ne sont même plus... Les statistiques, ce n'est pas humain. On parle de quantité. Ce sont des chiffres. Hein, ce sont des chiffres très froids. On parle de nombre de morts chaque mois, chaque année. Et ça, c'est à mon avis intolérable. Et moi, je n'hésite pas à le dire. Quand j'entends le maire de Marseille, Benoît Payan, socialiste, qui dit « Nous allons accueillir », je le salue, je le félicite. Parce que lui, il le fait avec courage. Il le fait franchement et sincèrement. Et je pense que quand on est humain, quand on est humaniste, je suis humaniste, je suis de gauche, je n'hésite pas à le dire. Oui, je suis pour l'accueil des réfugiés. Oui, je suis pour un accueil digne des réfugiés. Non, je refuse que quand on voit certaines vidéos, des CRS qui vont déloger des réfugiés à coups de matraque, alors que ces gens-là ne font que dormir dans des tentes, dans des endroits parfois difficiles, dans des conditions très précaires. Moi, ça me heurte. Et je ne le dis pas parce que je serais un pauvre jeune naïf. Je le dis parce que j'ai des convictions. Et je pense que l'humain doit être protégé, doit pouvoir s'émanciper, quelles que soient ses origines, d'où qu'il vienne, et quoi qu'il puisse vouloir faire par la suite. Je pense que quelqu'un qui est sur le territoire français, quelqu'un qui veut être sur le territoire français, doit pouvoir être accueilli dignement. C'est aussi l'honneur de la France. Et c'est aussi dans la tradition, dans la suite de notre histoire. Quand on entend Zemmour qui parle de l'identité française, l'identité française, c'est aussi ça, accueillir ceux qui souffrent. On a accueilli par le passé diverses nationalités qui connaissaient des massacres, qui connaissaient des guerres. Nous devons continuer. C'est la France, c'est ça la France. La France qui accueille, la France qui reconnaît les souffrances des uns et des autres. C'est pas de la naïveté, c'est une question de conviction profonde. Et je pense que, voilà, nous devons parler avec courage et assumer. Il y a une peur de l'accueil des immigrés qui arrivent. Alors aujourd'hui on en parle beaucoup avec l'Afghanistan qui vit ce que l'on sait en regardant l'actualité. Et puis il y a aussi des jeunes qui ont peur et qui rejoignent le Rassemblement national. Des jeunes de votre âge, Baptiste Guédon. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes-là? Vous vous trompez, vous faites fausse route, voilà. Je discuterai, j'échangerai avec eux et je demanderai pourquoi ils font ça, pour les comprendre. Et je leur dirai, oui, vous faites fausse route. Mais je leur dirai surtout, pourquoi, à quelle fin le faites-vous? Anne Hidalgo disait récemment, il faut réfléchir à quelle France nous voulons demain. Et je leur demanderai, quelle France voulez-vous demain? Une France qui, on a entendu parfois de la part de certaines personnes, non pas dans des débats publics, mais en débats privés, dire il faut tirer sur les réfugiés, tirer sur les embarcations. Enfin, ça, c'est pas la France que je veux, moi. Donc je leur dirai, est-ce que c'est ça la France que vous voulez? Une France qui se ferme sur elle-même, qui se retranche dans des idées
ultra-conservatrice et rétrograde. Non. Moi, je dirais, voilà, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on doit être ouvert, on doit être accueillir, on doit échanger et considérer, respecter. Anne Hidalgo parlait de respect. C'est ça aussi, finalement, ce qu'on doit aux Afghans qui fuient les talibans. C'est ça aussi ce qu'on doit à toutes les personnes qui fuient des massacres, le respect. Et respecter l'humain, entendre les souffrances, ça, c'est être, à mon avis, de gauche. Et il faut l'assumer aujourd'hui dans le débat public et le porter, ne pas avoir peur. Anne Hidalgo a d'ailleurs été perturbée dans son discours par une bande de l'Action française, ou je ne sais quel mouvement d'extrême droite. Pendant un moment, c'était Génération Identitaire qui se faisait des selfies dans les Alpes. Bon, eh bien ces gens-là, on doit leur dire, nous continuerons le combat humaniste, et nous devons le dire fièrement. Alors, les valeurs, et il nous reste une petite minute, hein, Baptiste Guédon, vous voyez, ça passe très vite dans la matinale. Une petite minute, on parle de valeurs, hein, et j'ai lu vos publications sur ces valeurs d'égalité pour tous également. Alors, c'est les valeurs d'égalité face à la discrimination sexuelle, c'est face également à la discrimination homme-femme, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire dans la société. Est-ce que justement, la jeune génération que vous incarnez est en train un petit peu de changer ces valeurs en ce sens où elle les porte? Je pense que la jeune génération, pour reprendre vos mots, est sensible à tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle voit. Et je pense aussi, par exemple, on a récemment vu des films anciens ressortir à l'occasion de tragiques nouvelles. Mais quand on voit, par exemple, le sexisme ordinaire, quand on voit que les enquêteurs de police dans un film sont tous des hommes, et que la femme est réduite à servir le café, ça choque. Et ça choque les jeunes. Et c'est très bien comme ça. Et je pense que nous, on doit apporter des solutions. On doit apporter des solutions concrètes. Par exemple, aujourd'hui, nous, au Parti Socialiste, on réfléchit pour plus d'égalité salariale, avec aussi des innovations, comme le congé paternité, qui est très largement développé en Espagne. L'Espagne qui est largement en avance sur nous, sur ces sujets-là, d'égalité entre les sexes. C'est très important. Et je pense que oui, je suis très content de voir que les jeunes s'en emparent, et je vous l'annonce d'ailleurs que oui, les jeunes s'emparent de ces sujets, y compris au sein de leur association, dans la vie de tous les jours, parce que finalement, ce sont des enjeux de société, du quotidien, des enjeux du quotidien. Eh bien, on va s'arrêter là. Baptiste Guédon, je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral des jeunes socialistes d'Ille-et-Vilaine et coordinateur national du MJS. J'aurais pu aussi parler de l'Europe, parce que je crois que vous allez partir bientôt en Erasmus. Hein. Oui, absolument. Moi, je pars en Turquie. Voilà. Mais c'est très important, et quand on est socialiste, nous sommes évidemment européens. Et je pense qu'aujourd'hui, aucun Français dirait qu'il n'est pas européen. Eh bien, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous au micro de la matinale depuis Rennes. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.